Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette capsule. Aujourd'hui, on va commencer le droit des contrats nommés. Donc, on va articuler notre capsule selon les objectifs sous forme de questions, ou bien des questions suivantes. La première question, c'est quelles sont les principales sources du droit des contrats nommés. La deuxième question, c'est quel est l'objet du droit des contrats nommés et quelle est la différence entre un contrat nommé et un contrat innommé pour la troisième question. Concernant la quatrième, quand est-ce qu'un contrat est considéré comme étant valable aux yeux de la loi marocaine? Cinquième question, c'est comment distinguer un contrat civil d'un contrat commercial? Et la dernière question, qui est la sixième question, c'est quelles sont les différentes catégories de contrats nommés? Donc, commençons tout d'abord par les sources. On distingue traditionnellement les sources nationales, internes, c'est-à-dire les sources nationales, des sources internationales. Internes sont les suivantes. Premièrement, il y a le DOC qui constitue le droit civil marocain, le Dari des obligations et contrats daté de 1913, notamment les articles allant de l'article 478 à l'article 1250 et la loi 1595 qui formule le code du commerce marocain, notamment le livre 4 qui traite la vente, le louage, le mandat, le lotissement, le bail et plusieurs différents contrats. Il y a la loi 49/16 relative au baux d'immeubles ou locaux d'habitation ou à usage professionnel. Il y a la loi 104/12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il y a la loi 20/13 relative au Conseil de la concurrence, notamment la loi 53/05 relative à l'échange électronique des données juridiques, qui traite surtout les contrats à distance. Il y a la loi 44/00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Les sources internationales, quant à elles, sont constituées notamment par les conventions internationales. À ce stade, on peut citer, non pas à titre exclusif, mais à titre d'exemple, deux conventions qui sont les plus importantes en ce qui concerne les contrats internationaux. Il y a la Convention de La Haye de 15 juin 1955 relative aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels. Il y a la seconde convention, qui est la Convention de Vienne datée de 11 avril 1980 relative aux ventes de marchandises. Passons maintenant à l'objet du droit des contrats nommés. Le droit des contrats nommés vient afin de compléter les dispositions d'ailleurs des obligations et contrats, qui sont des dispositions générales qui traitent toutes sortes de contrats. Donc, le droit des contrats nommés vient afin d'adapter ces dispositions aux particularités de chaque type de contrat. Par exemple, le contrat de vente, on ne peut pas le traiter sur le même pied d'égalité ou bien avec la même méthode qu'un contrat de donation, par exemple, ou bien un contrat de bail. À chaque type de contrat, on doit appliquer des dispositions différentes. Deuxièmement, il vient pour donner plus de précision quant à l'application des règles générales du DOC. Car le DOC, c'est le droit civil, c'est le droit commun. Il faut des textes spécifiques pour traiter des matières bien précises. Le troisième objectif du droit des contrats nommés, c'est afin d'inspirer les parties des formes de contrats préétablis, sachant que les parties dans un contrat peuvent, à leur guise, choisir les clauses qui leur conviennent et qui peuvent les stipuler dans le contrat qui les réunit. Donc, il n'y a aucun problème, sauf lorsqu'il s'agit des règles impératives de la loi. Mais la règle générale, c'est la liberté ou bien l'autonomie de la volonté. C'est un principe dans le droit des contrats.
Quatrièmement, c'est afin de qualifier des contrats en donnant à chacun un nom et une sorte de statut juridique. Surtout, la qualification concerne surtout les juristes, notamment les juges. Quand ils veulent trancher un litige relatif à un contrat, par exemple un contrat de vente, ils doivent directement chercher les dispositions qui ont été traitées, par exemple, s'il s'agit d'un contrat commercial, qui ont été traités dans le Code du commerce. Donc, le droit des contrats nommés vient pour simplifier la tâche aux juges dans leur tâche de qualification des contrats. Passons maintenant à distinguer entre un contrat nommé et un contrat innommé. Donc, un contrat nommé, ou bien un contrat déterminé, pour reprendre la nomination du taille des obligations au contrat, un contrat nommé, c'est un contrat qui a été nommé par la loi. Par exemple, un contrat de vente. Ce n'est pas un tout contrat, mais un contrat de vente. C'est-à-dire que le législateur marocain lui a donné un nom, contrat de vente. Donc, c'est un contrat qui a été nommé par le législateur et bien évidemment, il lui a donné un statut juridique. On dit c'est un contrat nommé. Dans le cas contraire, un contrat qui n'est pas nommé par le législateur, c'est un contrat qui ne bénéficie pas d'un statut juridique et par conséquent, il est considéré aux yeux de la loi comme étant un contrat innommé ou bien un contrat indéterminé. Quelles sont les conditions de validité d'un contrat? Il y a des conditions générales qui ont été stipulées ou bien prévues par le daïr des obligations et contrats, donc les règles générales de validité d'un contrat. Il y a aussi des règles spécifiques particulières à chaque type de contrat. Premièrement, chaque contrat ou bien tout contrat doit satisfaire les conditions générales pour passer ensuite aux conditions particulières. Sinon, s'il n'a pas satisfait les conditions générales de validité du contrat qui ont été stipulées par le daïr des obligations du contrat, il ne peut pas être valable aux yeux de la loi. On ne va pas chercher dans des textes spécifiques est-ce que ce contrat est valable ou non. Les conditions générales de la validité d'un contrat. Ces conditions ont été prévues par le daïr des obligations et contrats. Premièrement, il y a la capacité. Deuxièmement, le consentement, l'objet licite et la cause licite. La capacité n'est rien d'autre que la personne. La capacité, il y a deux sortes de capacités. Il y a la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Concernant la capacité de jouissance, tout être humain a cette capacité de jouir de ses droits. Il a, par exemple, le droit de vivre, le droit de la liberté, etc., le droit à la liberté, tous ces droits, le droit à la nourriture, le droit de ne pas être torturé, donc c'est la capacité de jouissance. Par contre, pour qu'une personne soit capable d'exercice, ou bien d'exercer, on parle de la capacité d'exercice, il doit être âgé au moins de 18 années grégoriennes, et ce, selon le code de la famille marocaine. Donc, pour un contrat soit valable aux yeux de la loi marocaine, la personne qui passe ce contrat, ou bien les parties au contrat, doivent impérativement avoir au moins 18 années grégoriennes au moment de la signature du contrat, ou bien au moment de la conclusion du contrat, parce qu'il y a des contrats qui peuvent être des contrats oraux. L'écriture ou bien l'écrit n'est pas toujours exigé par la loi marocaine. Il y a le consentement. Le consentement, c'est-à-dire que c'est l'expression de la volonté des parties à passer ce contrat. Ce consentement doit être rationnel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être entaché par un vice de consentement. L'un des vices du consentement, à savoir, premièrement, l'erreur, deuxièmement, le dol, troisièmement, la violence. Donc, si ce consentement
est entaché par l'une ou bien l'un des vices du consentement, donc ce consentement n'est pas considéré comme étant un consentement aux yeux de la loi. Et par conséquent, le contrat est considéré comme étant non valable aux yeux de la loi marocaine. L'objet, les sites et la cause licite, on peut les réunir dans une seule explication, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir comme objet d'un contrat quelque chose qui sort du champ du commerce. Par exemple, un contrat de vente des organes humains. Ce contrat est considéré comme étant non valable aux yeux de la loi. Pourquoi? Parce qu'il a pour objet quelque chose qui ne peut pas faire l'objet du commerce, ou bien qui est contraire, un objet qui est contraire aux bonnes mœurs. Donc, dans ces deux cas de figure, qui ne sont que des exemples, le contrat est considéré comme étant non valable aux yeux de la loi. Passons aux conditions particulières. Comme on a déjà avancé, les textes, pour chaque type de contrat, il y a des textes particuliers ou bien des dispositions particulières qui traitent de chaque type de contrat selon sa nature. Par exemple, un contrat de vente, pour un contrat de vente soit valable aux yeux de la loi, il doit contenir le prix. Donc, pas de prix, pas de contrat de vente. Ce contrat de vente n'est pas considéré comme étant valable s'il n'y a pas un prix en contrepartie. Donc, c'est ça, les conditions particulières dépendent de chaque type de contrat distinctement des autres types de contrats. Maintenant, le contrat civil et le contrat commercial. Comment peut-on distinguer ces deux sortes de contrats, soit un contrat civil, soit un contrat commercial? On va commencer par le contrat commercial afin de simplifier l'appréhension du contrat civil. Un contrat est considéré comme étant commercial s'il a pour objet un acte de commerce. Les actes de commerce par nature ont été prévus, édictés par le Code du commerce dans les articles 6, 7 et 8. Un acte de commerce par nature suffit pour qualifier le contrat comme étant un contrat commercial. Deuxième chose, on peut considérer qu'un contrat est un contrat commercial si la qualité de la partie, de l'une des parties, au moins, est un commerçant. Bien évidemment, il a contracté ce contrat à l'occasion de sa profession. Donc, selon la qualité de la partie au contrat. Un commerçant, lorsqu'il agit comme étant un commerçant, bien pour le besoin de sa profession, donc les contrats qu'il passe sont des contrats commerciaux. Et par conséquent, on peut envisager un contrat avec une qualification distributive. Autrement dit, on peut envisager un contrat qui est mixte entre un commerçant et un non-commerçant. Un contrat commercial, c'est pour le commerçant, et un contrat civil pour un civil. Donc, c'est une qualification distributive. Quel est l'intérêt de cette distinction? Tout simplement parce qu'il s'il s'agit d'un contrat commercial, pour un litige donné entre les parties, on va appliquer directement les dispositions du Code de commerce. Par contre, si on est face à un contrat civil, on va appliquer les règles du droit commun, à savoir le daïr des obligations et contrats. Si un contrat est qualifié comme étant un contrat mixte, on va appliquer pour la partie civile le droit civil et pour la partie commerciale, le droit commercial, sachant que le civil peut agir
contre le commercial, le commerçant, dans, dans le tribunal du commerce. Hein. Il peut agir contre lui à travers les tribunaux du commerce. Donc, quelles sont en général les différentes catégories de contrats nommés selon leur objet, leurs objets plutôt? Donc, il y a des contrats qui concernent le transfert de propriété, par exemple le contrat de vente ou bien l'échange, transfert de propriété à une personne à une autre. Il y a le transfert de jouissance, non seulement, comme le contrat de bail. Il y a des contrats qui ont pour objet l'ouvrage ou bien un service, comme un contrat d'ouvrage ou un contrat d'entreprise. Il y a la remise d'un pouvoir, comme le contrat, le mandat. La garantie d'un créancier, c'est le cautionnement ou bien le nantissement. La réglementation d'un litige dans les contrats qui s'appellent les transactions ou bien les compromis. Notre capsule touche à sa fin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. À très bientôt.